là aujourd'hui pour parler de la réédition de Emprise. Donc j'ai les deux petits jeux. Je vais me remettre ma petite caméra pour voir si vous voyez bien les jeux. J'ai les deux petits jeux avec l'évolution, logiquement en avant-première. On a donc les deux créatrices aussi avec nous qui vont pouvoir nous parler de tout le chemin de création d'Emprise, comment est-ce qu'elles ont eu l'idée, par quoi elles sont passées pour créer cet outil. Et ensuite, on pourra donc présenter le jeu et montrer aussi les évolutions entre les deux versions. Parce qu'il y a quand même, en tout cas visuellement, il y a quand même eu de sacrés changements. Donc, on vous montrera tout ça. Est-ce que peut-être que les Célia, je vais vous les appeler comme ça, est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter et commencer un petit peu à raconter l'histoire de cet outil? Oui, tu veux commencer? Comme tu veux. Allez, je me lance. Du coup, moi, c'est Célia Chotard. Donc, on s'est rencontrés avec Célia Saint-Yan lors de nos études de fin d'année de Master 2. On s'est rencontrés sur notre projet, enfin, on était dans la même promo, et également, on a fait du coup notre projet de fin d'études ensemble. Donc, c'était à cette occasion-là que le projet de l'Emprise est né. Et sinon, aujourd'hui, j'habite dans le sud de la France et je travaille dans un travail très différent, on va dire. Yes, et donc comme l'a dit Célia, moi c'est Célia Saint-Yan. Effectivement, on s'est rencontrés avec Célia dans le sud de la France en 2018 et donc en 2019-2020, ce projet est né. Et donc depuis, on a eu la chance donc de pouvoir créer une association qui s'appelle l'association Les Célia. Donc effectivement, Marie, tu peux nous appeler Les Célia. La petite anecdote, c'est que pourquoi l'association s'appelle comme ça, c'est que tous nos profs ont commencé à nous appeler comme ça et à ne plus faire la distinction. On est devenu un tout. Quand il a été le moment de créer l'association et de trouver un nom, et de manière assez naturelle, on s'est dit pourquoi pas prendre ce nom qui nous suivait déjà depuis bien 1 an et demi. Ouais. Voilà, et donc moi, pour la petite histoire, donc j'habite maintenant en région parisienne. Donc on n'est plus vraiment dans la même région, mais on continue toujours à essayer de faire vivre cet outil donc, qui s'appelle l'Emprise, dont on va vous parler, et qui est un outil donc ludopédagogique qu'on a créé, qu'on diffuse depuis maintenant 4 ans. Mais justement, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment est-ce que vous avez pensé cet outil, comment est-ce que vous l'avez construit, enfin les étapes par lesquelles vous êtes passé un petit peu? Tu veux commencer, Célia? Oui, je commence par les terrains, on va dire. Globalement, donc c'était un outil, on a fait une première recherche purement Internet, on va dire. Au début, on s'était renseigné sur les chiffres, etc. Et après, très rapidement, on a ressenti le besoin de faire des terrains. Donc, on a fait des terrains, d'abord, on a fait des terrains associatif. On est rentré au sein du planning familial pour en fait mieux comprendre et pouvoir intégrer les préventions qui étaient en cours, pouvoir être à la rencontre d'étudiants, d'adolescents, etc. On a également fait des terrains dans des écoles. Donc on est allé du collège aux universités pour en fait vraiment bien comprendre quelle tranche d'âge était la plus réceptive. On a également fait des terrains avec la police et également avec des avocats pour vraiment comprendre le mieux possible et de manière la plus holistique possible, on va dire, le parcours d'une victime et le parcours de prise en charge, en tout cas que ça pourrait être de vraiment l'enfance, l'adolescence à malheureusement il s'est passé ces événements-là. Et donc de toutes ces informations là, après, on va dire, concrétisé dans une forme d'outil ludopédagogique autour d'une arborescence principalement. Je ne sais pas si tu veux en parler un petit peu, Célia. Oui, alors effectivement, pour contextualiser, en gros, on a commencé ça en 2019. Il y avait le Grenelle organisé par l'État. Donc Célia parlait effectivement des chiffres clés. En fait, c'est des chiffres qui sont issus du Grenelle de l'État, et c'est pour ça en fait qu'on a voulu aussi
traiter de la thématique des violences conjugales à l'initiative. Et effectivement, pour l'info aussi, c'est que au sein de nos études, on avait des cours donc d'anthropologie. Et donc, c'est comme ça qu'en fait est venue aussi la volonté de faire en gros du terrain et de l'enquête un peu plus sociologique pour comprendre comment tout ça fonctionnait. Et c'est comme ça aussi qu'on a pu identifier la capacité en gros d'abstraction du cerveau chez les jeunes. Et en fait, notre outil est basé aussi sur ça, sur ce développement-là. Et pour le côté prévention, parce qu'on avait cette envie de faire de la prévention qui s'inscrit donc dans le collège et dans le parcours un peu d'apprentissage, on s'est basé sur les parcours transdisciplinaires qui existent au niveau de l'éducation nationale et notamment du parcours citoyen. Donc, il y avait des notions aussi qu'il fallait qu'on intègre, notamment l'égalité homme-femme, la lutte contre la discrimination, qui sont en fait des sujets qui sont compris dans ce parcours citoyen, mais où en fait, à l'heure actuelle, les outils existent peu ou pas. Parce qu'on a très vite eu la volonté d'avoir cet outil intégré dans les process officiels, on va dire, pour que ça fasse vraiment du sens et que ce soit pas plus compliqué que ça, on va dire, de l'acquérir dans un contexte national ou administratif, etc. Donc ça, c'était très important. Et donc, on était en fait très orienté collège, lycée maximum, très orienté adolescent. Et on a eu d'ailleurs énormément de commandes les premières années, on va dire, principalement de gendarmerie. Qui avait justement cette nouvelle mission de parler des violences conjugales, mais qui n'avait pas d'outils pour le faire au sein des établissements scolaires. Et donc, ils ont été nos premiers gros clients, on va dire. C'est grâce à eux que ça s'est quand même pas mal lancé. Et après, on a aussi beaucoup travaillé avec des associations plus locales, en Normandie énormément, je crois, avec des médecins également, des psychologues, des gynécologues, etc. Donc, ça s'est après ouvert. Et donc là, l'occasion de la réédition, c'est aussi d'être beaucoup plus tourné sur les professionnels de santé que sur, du coup, les adolescents, parce que c'est un outil qui est aussi quand même très utilisé dans un contexte de plénière ou de prévention avec un professionnel de santé. Donc, c'est vraiment l'objectif d'avoir fait cette réédition-là. Et est-ce que je peux vous demander pourquoi vous avez voulu passer par un jeu? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait un autre outil ou un autre support? Qu'est-ce qui vous a emmené vraiment sur ce support et vers cette arborescence dont vous parliez tout à l'heure? On va dire il y a deux choses qui sont venues, on va dire, rentrer en collision pour faire ce jeu. C'est de base déjà, on aime les jeux de société. On va dire qu'on a de l'appétence dans ce qu'on appelle le côté ludique, donner envie. Après, on avait la volonté de notre cible initiale qui était quand même les jeunes à partir de 13 ans. Donc, en fait, on sait très bien que pour, on va dire, attraper les jeunes et pour qu'en fait les informations rentrent, le mieux, c'est de faire ce qu'on appelle du multimédia. Donc, en fait, le fait de multiplier les supports dans un atelier de sensibilisation avec des supports de cartes, des supports de vidéos, des supports de films, des débats, c'est ça qui marche. Et après, il y avait la volonté de faire comprendre, en fait, de faire comprendre des situations réelles par en fait l'abstraction d'un jeu entre guillemets pédagogique. Et en fait, c'est pour ça qu'on a pris ce qu'on appelle l'outil le support de la réalité alternée. C'était justement là-dessus, avec comme référence principale le jeu dont vous êtes le héros, qui était en fait des livres qui nous ont accompagnés quand on était jeunes, de créer une histoire avec donc l'arborescence dont parlait Célia tout à l'heure. Et en fait, c'est tout ça qui a fait que du coup, on est arrivé à ce jeu de cartes qui prend la forme donc de la réalité alternée et donc d'une arborescence pour parler
de situations réelles dans un formalisme un peu abstrait pour que les jeunes s'en emparent, quoi. Et puis à l'époque aussi, il y avait, je me souviens quand on avait créé le jeu, il y avait sur Netflix, il y avait ce Bandersnatch, je crois. C'était un film où en fait, il fallait faire des choix littéralement dans le film. Avec la télécommande, il y avait des embranchements dans le film et en tant que spectateur, on était acteur en fait du scénario. Et c'était rentré parmi plein d'autres choses aussi en ligne de mire dans la concrétisation de qu'est-ce qu'on en fait. Mais oui, clairement, il y a une appétence de base pour le côté ludique et pour les jeux. Et il y a également, du coup, la logique, on va dire, implacable de ce qu'on voulait faire et d'avoir un outil qui soit utilisable et appétant pour les jeunes également. Donc l'outil de carte et le jeu était venu assez naturellement. Nous, ça nous a fait énormément plaisir quand on a découvert votre jeu chez Déclic, quand on a vu aussi qu'il reprenait la forme du jeu dont vous êtes le héros. Parce que nous, Déclic, ça s'est construit avec CDQ qui reprend exactement la même forme. Et ça a été trop drôle de voir que cette mécanique de jeu avait aussi été réutilisée pour faire de l'éducation au consentement, mais sur un sujet quand même assez différent pour parler. CDQ, c'est quand même quelque chose de plus léger, ou en tout cas, où il y a des sujets beaucoup plus légers. Là, en prise, on est vraiment sur des sujets lourds, sur de la violence, et de voir que en fait, ce support et cette mécanique de jeu, elle s'intègre très très bien. Elle est très très bien, peu importe le sujet qu'on souhaite traiter. Et je pense que vous avez fait plein de retours avec des jeunes et avec des publics, et le fait justement de suivre un personnage, de pouvoir faire des choix, c'est ce qui plaît aussi, et c'est ce qui permet de développer l'empathie ou de comprendre un petit peu les différents chemins. Je pense que vous l'avez un peu pensé comme ça aussi. Ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, l'emprise, certes, c'est un jeu dont on est le héros, mais en fait, on force le participant, le joueur, à se mettre dans un rôle qu'il va pas forcément aimer, et on le contraint avec un barème d'emprise. Donc, il y a vraiment ce côté, en fait, où le participant n'a pas le choix que de faire des choix contraints par un niveau d'emprise, donc il est forcé de comprendre, en gros, ce que ça peut aussi vouloir dire derrière. Et ça permettait de rendre la scène vraiment plus réaliste. Et d'ailleurs aussi, ça c'était un point qu'on avait assez vite découvert en faisant des essais avec Célia, c'est qu'en fait le jeu était un peu trop ludique au départ, dans le sens où c'était un bon moment à passer. Pour les collégiens, ils étaient contents, etc. C'était rigolo, ils discutaient ensemble, ils n'avaient pas cours de maths et tout. Et du coup, c'était un peu trop ludique. Et donc, on avait en fait complété la fin du jeu par des vrais témoignages pour en fait permettre aux jeunes de sortir du contexte de jeu, de dire là, ce que vous avez joué, en fait, il y en a qui le vivent au quotidien, il y en a qui l'incarnent au quotidien. Et donc, vous avez simplement pris la place pendant 30 minutes d'une personne. Mais en fait, il y a 5 fins possibles globalement dans le jeu, de la plus tragique à la plus heureuse. Et en fait, chacune de ces fins-là a été vécue par des personnes. Et donc, on a en fait ce côté, on revient à la réalité justement, de dire, ok, là, vous avez joué, mais c'est pas du jeu en fait. Donc, ça permettait aussi de revenir sur le côté concrètement, ça arrive tous les jours. Justement, pour les personnes qui ne connaissent peut-être pas encore Emprise, est-ce que vous pouvez le présenter? Comment est-ce qu'on y joue? Quelles sont les différentes étapes? Je peux essayer de faire la présentatrice en même temps. En gros, alors déjà, l'Emprise, c'est composé de jeux de cartes. Les premières cartes, ça va être donc les cartes personnages. L'idée, en gros, c'est que par groupe ou de manière individuelle, là, c'est vraiment à l'animateur de choisir. Les participants donc choisissent un personnage. Et sur ce personnage-là, on peut donc avoir une description, comprendre un peu qui il est, quel âge il a. Et après, sur la droite, on voit qu'il y a un barème d'emprise où on demande que le curseur soit placé sur le chiffre 10. Donc, c'est-à-dire qu'on est déjà dans une situation que le personnage soit sous emprise. Il est déjà dans ce contexte-là. Et donc, tout le but, comme on va voir avec les cartes d'après, est d'essayer de diminuer cette emprise pour se sortir de la situation et du contexte dans lequel le personnage évolue.
Ensuite, on a des cartes qu'on appelle les cartes histoire. Donc, c'est un paquet de cartes numérotées de 0 à 83, il me semble. La première carte, donc la carte numéro 0, c'est la carte qui explique le contexte dans lequel notre personnage se trouve. Donc, c'est-à-dire que peu importe le personnage choisi, le contexte initial est toujours le même. Et c'est après, par les choix des participants, que l'histoire va se dérouler différemment et que les participants ne vont pas forcément vivre la même expérience de jeu. Il faut savoir, juste petite parenthèse, au niveau des personnages, on a aussi bien des personnages féminins que masculins, que ambigus. Et au niveau de l'histoire même des jeux de cartes, le partenaire n'est jamais genré, ce qui permet en fait aux participants aussi d'imaginer la relation qu'ils pensent sur le moment. Et donc ça permet aussi souvent d'ouvrir le débat sur plein d'autres questions. Donc voilà, c'est un point aussi qui nous tenait à cœur dans la création de ce jeu. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les différentes thématiques ou ce qu'on y retrouve à l'intérieur aussi de cet outil? On va retrouver aussi bien, alors on va retrouver de la violence physique, oui, mais pas tant que ça. On va aussi retrouver en fait énormément de mécanismes de mise en place de l'emprise. Il faut savoir que l'emprise, souvent on dit que c'est cyclique. On va d'abord avoir une phase de lune de miel où tout se passe bien, la vie est belle, etc. Après, on va avoir un climat de tension. Jusqu'à avoir un moment de violence qui peut être verbal, qui peut être physique, qui peut être sexuel, etc. Mais il va y avoir un moment de violence. Et après, il va y avoir un transfert de responsabilité. C'est pas de ma faute, c'est ta faute. Je t'ai fait du mal parce que tu as mal versé ton verre d'eau. Et puis après, ça va redevenir des excuses très mielleux, etc. En fait, je t'aime, etc. Et en fait, ce mécanisme-là de cycle d'emprise, on va dire, on a vraiment orchestré toute l'arborescence autour de ça. Et donc, quoi que les embranchements, enfin dans n'importe quel embranchement qu'on aille, on va retrouver ce phénomène-là va y avoir une phase où tout se passe bien, une phase de climat de tension, de violence, de transfert de responsabilité, et après ça recommencera. Et au niveau des thématiques même, vas-y, pardon. Ouais, oui, je voulais rebondir là-dessus. C'est vrai qu'on a donc tout le cycle. En fait, on s'est basé sur la roue de la violence, hein, qui était un outil qui existait déjà et qui avait fait ses preuves et qui était basé sur des études. Et après, effectivement, on a voulu aussi traiter de toutes les situations un peu l'emprise, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit administrative, qu'elle soit amoureuse, mais qu'elle soit aussi financière. Parce qu'en fait, quand on parle de l'emprise, on ne parle pas forcément juste une dépendance affectuelle avec des violences, mais il y a aussi tout le côté, l'auteur va avoir un social où la personne va être extraite de son cercle social, de ses amis, mais aussi tout ce qui est administratif et financier qui est hyper prégnant. Et on a aussi voulu, dans les thématiques abordées, parler de la prise en charge aussi, qui existe. Donc, c'est aussi aller sur la question de la reconstruction, du parcours juridique. Donc, il y a aussi un des embranchements qui parle de ce parcours-là. Et aussi, voilà, la prise en charge psychologique. Il y a un côté aussi avec un psychologue. Voilà, on essaye d'être un peu large sur les thématiques. Et comme le disait Célia aussi précédemment, donc on a 5 fins possibles au jeu. Et les fins possibles, pour vous expliquer, donc la première, il y a par exemple la fin où la victime va pouvoir se sortir de cette relation, soit aidée par l'institution publique par le parcours de prise en charge qui peut être juridique ou non. Il y a aussi une fin où la personne s'extrait de la relation entourée de ses proches. Il n'y a pas forcément de prise en charge juridique parce qu'on peut partir d'une relation toxique sans passer par un parcours juridique aussi. Et après, il y a donc une fin qui va être, on va dire, neutre, où en gros, le personnage reste dans la vie, dans cette relation, il n'arrive pas à s'en extraire parce que l'emprise est trop forte. Et après, il y a 2 fins qui sont donc plutôt négatives. Donc, il y a la fin où, du coup, il y a une issue fatale où on parle en fait des féminicides. Donc, en gros, le personnage est tué par l'auteur des violences. Et il y a une dernière fin qu'on souhaitait aborder parce que ça nous semblait
intéressant à ce moment-là de l'année, parce que le Grenelle avait mis ça sur la table, sur la thématique du suicide forcé, où c'est à ce moment-là, dans ces années-là, où juridiquement parlant, le suicide forcé est passé aussi dans le code et où voilà, il y a aussi. Et il faut savoir que chacune des fins aussi est proportionnelle à la réalité, c'est-à-dire que concrètement, il y a plus de chances ou de risques de tomber sur la fin où il se passe rien, ou simplement on reste dans la relation, parce que c'est la fin la plus probable quand on est dans une situation d'emprise. Et donc, on avait fait en sorte que ça reflète également la réalité, en fait. Ouais, c'est ça que je trouve assez chouette avec ce jeu. C'est qu'on aborde, que vous visibilisez toutes les formes de l'emprise possible et tous les ressorts un petit peu qui peuvent être utilisés, que ça soit la violence psychologique, ce que vous avez dit sur la dépendance et l'isolement social aussi, qu'on imagine peut-être un peu moins. Et en fait, là, on le voit très, très clairement au sein du jeu. Et pour expliquer un petit peu, donc, vous l'avez bien dit, mais je vais plus montrer avec les petites cartes. Donc, chaque carte est numérotée. Et en fait, le jeu va vous demander de faire un choix, ou parfois, vous n'allez pas forcément avoir de choix, comme ici, par exemple, où il y a un petit chat qui miaule. C'est chez moi. Où voilà, en fait, le jeu vous indique vers quelle carte aller ou bien demande au groupe de faire un choix. Donc, par exemple, le premier choix que vous allez devoir faire, c'est est-ce que vous voulez adopter un chat ou un chien? Et l'idée, c'est que en groupe, c'est aussi un jeu qui peut être utilisé en individuel, hein, mais le groupe va devoir discuter sur quels sont les meilleur choix possible, qu'est-ce que je ferais moi ou qu'est-ce que mon personnage que j'incarne ferait. Donc tout le groupe incarne le même personnage et c'est assez intéressant justement je trouve dans la dynamique de groupe parce qu'il y a tout le temps des personnes soit qui pensent en tant qu'elles-mêmes, donc ah non mais moi j'accepterais pas ça du tout, et d'autres qui pensent en fonction des informations qu'on a sur la personnage ou le personnage qu'on incarne. Donc vous avez des petites indications sur sa personnalité et sur ce que il ou elle aime. Et c'est vrai qu'en fonction, c'est assez rigolo. Ah non, mais Emma, on dit... Alors, attendez, je vous en trouve un autre. Nicolas, il est assez introverti, il est attaché à sa famille. Du coup, peut-être qu'il ne réagirait pas comme ça. Et donc, c'est assez... la dynamique de groupe se construit en fonction. Et en fait, à chaque carte, ça amène énormément de débats. Donc les parties peuvent prendre pas mal de temps aussi parce que en fonction du nombre de personnes dans le groupe, ça peut être... Et aussi, des fois, on contraint le débat en mettant des choix sous condition. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quelques choix qui sont sous condition d'avoir un minimum de degré d'emprise. Donc, il faut avoir réussi à faire baisser son niveau d'emprise à un stade X ou Y pour pouvoir faire un choix. Et des fois, le choix paraît évident que typiquement, souvent, c'est un choix, il faut sortir ou il faut partir, etc. Et en fait, c'est un choix qui est sous contrainte de son niveau d'emprise. Et donc, il y a cette ambivalence entre, en tant que participant à cette activité, je sais très bien que là, je vais forcer mon personnage à partir au bûcher. Mais en fait, j'ai pas le choix parce que il a un niveau d'emprise ou elle a un niveau d'emprise trop important. Et donc, ça permet aussi souvent de se rendre compte que on fait pas un choix pour soi, on fait un choix pour quelqu'un d'autre. Et il y a des personnes qui pensent vraiment comme ça, mais pas parce que c'est bien ou c'est mal. Simplement, il y a l'emprise qui existe et c'est important de la comprendre et de l'assimiler. Ouais. Et donc ça se remarque donc sur les cartes. À chaque fois, vous avez des indications en fonction des choix faits par le groupe. Vous pouvez augmenter ou diminuer le niveau d'emprise, donc qui se trouve sur la carte personnage. Donc avec le petit trombone, vous modifiez. Alors attendez, je réponds juste à la question. Oui, l'enregistrement sera accessible directement sur le site internet de Déclic. Donc vous pourrez le consulter à la fin de... Je ne sais pas trop quand, mais à l'issue de cette présentation, il sera accessible. Et donc, ce que je disais sur l'emprise, je reprends ma carte. À chaque fois, vous avez donc des indications. Vous diminuez ou vous augmentez de 1 ou de 2 votre emprise.
Et donc, par exemple, sur cette carte, vous avez un choix. Votre partenaire vous demande d'annuler un rendez-vous pour rester avec lui ou elle à la maison. Soit vous trouvez ça gentil, c'est une preuve d'amour, donc vous allez à la carte 65. Soit vous voulez être libre de vos choix, vous décidez de le ou la quitter. Mais vous pouvez prendre ce choix uniquement si votre emprise est inférieure à 7, donc sur votre échelle de l'emprise. Donc, ce que tu disais, Célia, c'est que, en fait, même si on aurait pris cette décision, il faut aussi se rendre compte que parfois, on ne part pas aussi facilement d'une relation, quand on est justement dans une relation d'emprise. C'est ça. En fait, en gros, c'était basé sur... on avait fait pas mal de recherches et la question qui revenait souvent chez les jeunes, notamment, c'était mais pourquoi elle part pas, quoi. Et en fait, le jeu est basé là-dessus, sur se dire, OK, tu fais un choix. Le choix, tu ne sais pas si ça augmente ou diminue ton emprise avant d'avoir chopé la carte d'après. C'est-à-dire que les jeunes, quand ils font le choix, ils ne savent pas quel impact ça va avoir sur l'emprise. Ou si ça va avoir un impact. Ou si ça va avoir un impact, parce qu'il y a des choix qui n'en ont pas. Et après, quand ils arrivent sur des embranchements avec de la condition, souvent, les premières fois, ils n'ont pas assez baissé. Et donc, ça les frustre, hein, les participants. Souvent, ils disent « Ah, mais non, mais j'aimerais pas. » Ah, bah non, c'est pas possible. Et on avait et là, tout de suite, c'est vrai que ça marche bien. On a vu le cas dans des groupes où ils n'étaient pas contents, en fait, le groupe de leur fin. Et du coup, ils avaient voulu refaire pour, en fait, mieux comprendre où est-ce qu'ils auraient pu faire différemment, mieux, etc. Donc, c'était aussi intéressant parce qu'ils se rendaient compte que c'était pas juste, à un moment donné, un choix qui fait que ça change tout. C'est une accumulation de plein de petits choix qui font qu'au final, on s'en sort ou on s'en sort pas. Et donc, ça mettait aussi en valeur ce côté-là et c'était satisfaisant, on va dire, en tant que créatrice de ce jeu, de voir que ça crée vraiment de l'engagement et des émotions chez les joueurs et qui souhaitaient après, derrière, chercher à comprendre le pourquoi du comment. Et souvent, quand ils arrivent à la fin, c'est vrai que ils sont pas contents et en fait, ils le sont encore moins quand ils arrivent au niveau de la carte témoignage où du coup, ils se rendent compte, en fait... on avait fait des tests avec notamment des classes de 3e où certains me disaient mais du coup c'est vrai hein. Et en fait c'est ça aussi qui est intéressant dans ce jeu, c'est de se dire ok c'est ludique mais il y a un fond de réalité et c'est pour ça que le format de la réalité alternée fonctionne super bien quoi. Ouais. Donc là, on peut peut-être parler des modifications avec la réédition, sauf si je ne sais pas si vous vouliez rajouter des choses par rapport au jeu. Non, à part la seule chose qu'on n'a peut-être pas dit, c'est effectivement, il y a quand même la volonté de que ça soit la prise en main soit le plus simple possible. Et donc, il y a un guide d'utilisation, un livret pour les intervenants. Pour justement avoir un peu des définitions de thèmes, de l'explication des différentes fins. En gros, on l'a voulu aussi qu'il soit facilement appropriable et utilisable rapidement pour un public. En gros, nous, ce qu'on préconise, c'est que quand même l'intervenant et des bases sur le sujet pour pouvoir répondre aux débats que ça peut susciter, aux questions. Il ne faut pas non plus que ça soit quelqu'un de totalement novice, mais ce livret-là permet aussi de donner des pistes de sujets, de réflexion. Il y a des QR codes, voilà, il y a du contenu sur des termes qui peuvent ressortir, etc., pour justement amener le débat et une utilisabilité plus facile, quoi. Et d'ailleurs, dans cette nouvelle version, on a des définitions dans le livret qu'on n'avait pas dans la version précédente, et donc qui pourra aider forcément à répondre à des questions qui peuvent émerger pendant la partie. Oui. Et ça a d'ailleurs été les plus grosses modifications autour de l'emprise par rapport à la première édition, à la deuxième édition. Ça a été pour faciliter la prise en main sur les questions de contenu, sur les questions de mécanique de jeu.
d'illustration du jeu, enfin de graphisme, il n'y a rien qui a été changé parce qu'en fait le jeu il était déjà tout le contenu, tout ce qu'il aborde, c'était déjà super complet et super bien pensé, en vous jetant beaucoup de fleurs. Pour contextualiser un petit peu cette réédition, déjà elle se place dans un contexte où en fait il y avait plus de boîtes disponibles, enfin tout avait été commercialisé. Oui, parce que contexte du contexte, Célia et moi travaillons, on a des métiers à temps plein, et donc en fait on gérait toute la partie production, logistique, envoi, facture, commande sur nos temps du midi ou le soir. Et donc, on n'était peut-être pas les meilleurs à avoir des stocks, surtout que voilà, on était vraiment, on commandait à la demande, donc on n'avait pas non plus un stock énormissime. Et oui, c'était aussi un petit problème d'un point de vue logistique. Parce que nous, ça fait peut-être 2 ans maintenant que on distribue donc l'emprise, donc sous ce format-là. Et en fait, je crois que depuis cette année scolaire, c'est devenu un de nos best-sellers, voire le best-seller. En tout cas, il est dans le top 3 des outils les plus achetés, en dessous de Seducu. Et Seducu, en fait, c'est normal, vu que c'est une création de déclic, donc les gens en général ils viennent pour cet outil. Mais de plus en plus, ils viennent pour l'emprise. Et en fait, voilà, on a souhaité travailler donc ensemble Déclic et les Célia pour faciliter un petit peu la production. Et donc Déclic reprend l'édition. Donc on ne sera plus uniquement une maison de distribution de l'emprise, on devient la maison d'édition d'emprise avec toujours bien évidemment les Célia en tant qu'autrice du jeu. Ce qui a été modifié, donc déjà on a la boîte et le logo. La boîte qui a, ouais, et le logo. Donc sur la boîte, la machine, hein. Bien précis. Sur la boîte, on a travaillé avec l'illustrateur de Seducu. En fait, l'idée, c'est on voulait créer un petit peu une image un peu de marque, et donc c'est exactement le même format de boîte et la même construction un petit peu que pour Seducu. Comme ça, on a une petite gamme d'outils d'éducation au consentement. Donc voilà, petit lifting de la boîte. Je ne vais pas passer trop de temps sur la boîte, mais il y a eu un petit travail de fait avec un nouveau logo qui est juste trop beau. Et ensuite, ce qui a été modifié au niveau des cartes, on a souhaité rendre un petit peu plus facile la prise en main. Mais ça a été en ajoutant juste des tout petits détails, par exemple en mettant le numéro, vu que toutes les cartes sont numérotées, en mettant le numéro aussi au recto, recto verso, au recto de la carte. Comme ça, en fait, quand on cherche nos cartes au fur et à mesure, c'est plus facile de les retrouver. On a aussi repensé la numérotation. Parce que, et ça c'était, on en avait discuté, Célia, et c'est vrai que c'est super intéressant et c'est ce qui fait tout le livre dont vous êtes le héros, d'aller un petit peu chercher dans la boîte de jeu des cartes qui ne se suivent pas. Nous, vu que que c'est à destination d'un public professionnel, on s'est rendu compte que ça pouvait être une petite difficulté d'aller chercher la carte 52 après la carte 70 après la carte 15. Donc là, on a essayé de les faire les plus se suivre tout en gardant une petite phase de mystère. Voilà, ça a été les petits travaux au niveau des cartes. On a rajouté des personnages aussi. Et on a élargi un petit peu plus diversifié les profils potentiels. Donc de 4 personnages initialement, on est passé à 8. Et ce sont des personnages avec des âges assez différents. Il me semble que ça va de 25 ans à 59 ans. Et comme le disait Célia, donc avec, il me semble, 5 personnages
féminin, enfin 5 femmes, 2 hommes et un personnage qui n'est pas genré. Donc en fait, il peut prendre le genre, c'est Sacha, il peut prendre le genre que le groupe souhaite ou aussi être un personnage non binaire. Voilà, c'était pour mettre un petit peu, diversifier les profils potentiels. Qu'est-ce que j'ai pu oublier avec le livret? Oui. Alors, donc là, c'est une version, c'est un prototype de jeu, là. Donc, c'est pas la toute dernière version. Le livret, donc, pareil, il a un peu rétréci pour rentrer dans la boîte. C'est un livret, donc celui qui vient avec la boîte, donc qui est directement commercialisé dans la boîte de jeu. Il explique bien évidemment les règles du jeu, comme le disait Célia, les 5 fins possibles. Et on a rajouté un petit dictionnaire donc, de l'emprise avec donc, le détail. Je pense que de toute façon, vous voyez à l'envers. Donc, mais avec. On voit à l'endroit. Vous voyez à l'endroit, ok. Un peu pixelisé, mais à l'endroit. Ok. Donc, avec différentes définitions, donc, comme le consentement, le cycle des violences, qu'est-ce que c'est l'emprise, qu'est-ce que c'est les violences économiques, physiques, sexuelles, etc. Et aussi, et ça c'était une de vos idées quand vous avez réfléchi l'atelier, c'était d'ajouter donc une carte, une page. Une petite page voilà qui reprend un petit peu les numéros et associations à connaître. Et quand vous avez pensé l'atelier, il me semble que vous souhaitiez à ce que les personnes puissent repartir avec quelque chose. Est-ce que vous pouvez en gros, en fait, c'était dans le cas en fait de nos tests. On a fait des tests utilisateurs et dans le dernier test qu'on avait fait, une jeune fille était venue nous parler à la fin donc de l'atelier pour en fait globalement nous dire que en fait le jeu lui avait permis de comprendre qu'en fait elle vivait une situation de violence intrafamiliale au sein de son foyer et qu'en fait elle avait besoin d'aide et de se tourner vers une structure. Alors nous à ce moment-là on s'est dit en fait on l'a aiguillée vers une structure adéquate. On a aussi et locale proche de chez elle. Et aussi, on lui a demandé si ça lui allait que de prévenir son professeur, sa professeure qui était présente pour avoir un peu un suivi, parce que nous, c'était dans le cadre d'un atelier où on n'allait pas revenir dans son collège. Et en fait, à la suite de ça, on s'est dit, mais en fait, c'est vrai que ça peut arriver d'être dans ce genre de situation qui se répète, voire même un élève qui n'oserait pas demander de l'aide, parce que donc cette jeune fille a quand même osé, entre guillemets, venir nous parler, nous qui sommes un peu des inconnus. Enfin, ça faisait 2 ans qu'on la connaissait. Mais elle avait quand même eu le cran de... Voilà. Et donc, en fait, on s'est dit que du coup, pour même les élèves qui seraient plus timides, ce serait intéressant, en fait, d'avoir un feuillet qui remette les contacts qui soient proches de chez eux pour, si jamais il y a une suite et si ces personnes-là ont besoin d'aide, pouvoir se retourner vers une structure adéquate. Et il y avait la grande question aussi de se dire, quand on est jeune et collégien, qu'on n'a pas forcément de moyens de mobilité très faciles, c'est vrai qu'avoir le contact, par exemple, du planning familial proche de chez soi, c'est quand même un peu plus pertinent que d'avoir le contact de la FNSF au niveau national, parce qu'on ne va pas forcément pouvoir se tourner vers la structure et qu'on a besoin peut-être d'un accompagnement plus local et plus proche de chez soi, quoi. Et donc au début, en fait, même encore maintenant, on conseille, nous, à chaque intervenant, en tout cas dans des milieux scolaires ou des milieux qui peuvent en être l'objet, de préparer à l'avance les points d'information locaux et de planifier en gros les trajets, par exemple en bus, ou typiquement si c'est dans un contexte de prévention scolaire,
entre le collège et le planning familial du coin, ou entre le lycée et la gendarmerie du coin, etc., en transport en commun ou à pied, pour que ce soit efficace. Et donc dans la première version, dans la première édition qu'on avait fait, en fait, on avait mis un QR code sur les pages témoignages, pour en fait proposer aux intervenants de faire des photocopies de ces cartes-là, pour les donner en tant qu'un peu artefact aux élèves, pour qu'ils puissent repartir du cours avec matériellement quelque chose, et surtout avec donc un QR code qui renvoyait à l'époque vers notre site web qu'on avait créé exclusivement pour en fait vraiment continuer l'expérience pour les personnes qui étaient du coup beaucoup plus timides ou réservées, qui avaient besoin de contact, etc. Et donc on a gardé en fait ce concept-là, mais un petit peu différemment dans cette nouvelle édition, parce que du coup, on a en fait dans le livret une page qui en fait regroupe les numéros pour le coup nationaux. Et nous, ce qu'on conseille en fait, c'est de proposer à l'intervenant de faire une photocopie de cette page-là et de la distribuer aux personnes qui seront présentes à l'atelier, pour toujours qu'ils aient ce côté j'ai pas osé poser ma question, mais en fait j'ai une question, vers qui est-ce que je peux aller. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur, d'avoir un suivi, de s'assurer que les personnes qui n'osent pas poser leurs questions aient quand même des réponses, tout en respectant leur potentiellement anonymat s'ils le souhaitent, ou simplement leur rythme de vie, ou etc. Donc c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. Ouais. Et donc là, c'est comme tu disais, il y a une carte, c'est à la fin du livret de règles, et vous avez un QR code en fait qui renvoie directement à cette page PDF, donc que vous pouvez imprimer directement avant les ateliers. Et justement, pour faciliter aussi ce travail un petit peu de d'accord, merci. Ce travail de prise en main et de préparation de l'atelier, il y a un guide pédagogique qui est en train d'être construit, donc qui va plus loin, pas tant sur les règles du jeu, parce que les règles du jeu, elles sont assez intuitives, mais sur les questions de définition, de cadrage de l'atelier, de posture, de préparation. Donc, qui revient beaucoup plus sur le fond, en fait, sur le contenu du jeu. Donc, et même en fonction des objectifs, par exemple, si vous voulez absolument aborder telle ou telle thématique, que ce soit, je sais pas, la dépendance sociale ou la sortie, le parcours d'accompagnement, on prévoit aussi d'indiquer les chemins à suivre dans le jeu, pour pouvoir un petit peu orienter la partie si besoin, ou alors plus facilement se repérer. Vous savez que la carte 35, par exemple, ça montre, alors au pif, ça va pas être la carte 35, mais ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus courant, le revenge porn, donc l'envoi, la diffusion de contenu, de photos ou vidéos sexuellement explicites. Et qui a été partagé dans un cadre intime, et qui là est diffusé, et donc qui est interdit par la loi, mais qui est qui est assez utilisé, peu importe l'âge en fait des personnes. Donc voilà, si vous souhaitez aborder ce sujet particulier, on vous donne un petit peu le chemin à suivre dans le jeu pour y accéder plus facilement. Voilà un petit peu toutes les modifications. Est-ce que, je sais pas, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le jeu, sur sa prise en main, sur... Je sais pas. Non, en tout cas, c'est sûr que nous, le guide pédagogique au-delà du livret, c'est quelque chose qui est un upgrade clairement de la nouvelle version, parce que c'est vrai qu'on a parlé des modifications qui sont plus de l'ordre, on va dire, du graphisme, avec ce nouveau logo, cette nouvelle boîte, pour plus de facilité aussi d'envoi, les cartes qui ont été recadrées. Donc ça, c'est pas de l'ordre du contenu, mais c'est vrai que ce qui a vraiment changé, ce qui est pour moi la réelle plus-value première de cette nouvelle version, c'est justement tout ce côté-là, prise en main, livret de jeu et livret pédagogique disponible du coup en PDF, qui permet en fait d'aller plus loin dans le contexte initial de l'emprise.
Et un temps professionnel, c'est très utile parce que si jamais quelqu'un veut aborder un sujet spécifique dans un laps de temps défini, ça permet quand même d'être moins dans l'exploratoire, alors que la version pour les adolescents est vraiment faite pour être dans l'exploratoire pur. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont, mais ils y vont à 100%. Alors que là, on est vraiment plus sur quelque chose de guidé pour s'assurer qu'un professionnel de la prévention puisse aborder les thèmes qui sont importants pour le moment. Je le souhaite. Ouais, se sentir, ça je pense que c'est important de se sentir prêt ou prête avant de mener un atelier sur la thématique. Et en fonction de nos formations initiales, on n'a pas toutes et tous des formations pour aborder les questions de violence, mais ça peut être assez important d'y revenir à un certain moment. Et le guide pédagogique, il sert vraiment à ça pour vous donner en tout cas quelques clés pour pouvoir mener l'atelier. Effectivement, il est accessible, il est gratuit, il est accessible directement sur la page produit. Il sera accessible quand il sera fini sur la page produit de Emprise sur le site de Déclic. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Vous avez plein de QR codes aussi sur la boîte de jeu qui renvoie à cette page pour le télécharger. Donc voilà, c'est vrai que les guides pédagogiques, on les retrouve souvent dans les jeux pédagogiques maintenant, surtout quand on parle d'éducation au consentement où il faut donner un petit peu plus d'informations, aussi bien sur le cadre légal que sur des définitions. Donc c'est vrai que nous, ça nous paraissait assez important de le rajouter. Et voilà. Et si aussi ce qui est aussi intéressant dans l'emprise, un peu pour conclure, ce serait aussi de dire que malgré qu'il y a un livret, malgré qu'il y a un guide d'utilisation, en fait, c'est aussi aux professionnels de s'en emparer et de créer en fait son atelier un peu sur mesure en fonction de ce qu'il veut. C'est aussi comme ça qu'on l'a conçu ce jeu, et c'est aussi nous dans les premières années, on demandait souvent des retours d'expérience, un peu des rétextes des personnes qui l'avaient acheté, pour voir un peu quels seraient les points d'amélioration. Donc, c'est vrai que là, c'est une réédition, mais déjà, l'emprise entre 2018 et 2024, il y a eu des modifications, des mises à jour, on va dire, plus que de la réédition, mais des mises à jour sur certains sujets. Et c'est vrai que les retours qui nous intéressait le plus, c'était quand quelqu'un nous disait, j'ai pas suivi l'atelier, entre guillemets, la version que vous proposez, mais je me suis emparée pour faire des plénières, pour faire des petits groupes. En fait, il y a plein de manières de l'utiliser. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ça traite des sujets, on peut choisir de traiter de sujets et pas d'autres. On peut décider de le faire en petit groupe ou en groupe classe. On peut même le faire juste en plénière pour amener des débats. Et c'est ça aussi qui moi, me semble à garder en termes de manière d'utilisation. C'est voilà, de laisser aussi la part à l'intervenant de faire comme il le souhaite. L'intervenant est le héros. Exactement. Ah, c'est joliment dit ça. Oui. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, les Célia, en tout cas, de nous avoir accordé un petit temps et d'avoir présenté le jeu. Oui, vas-y, si tu veux rajouter. Sur quand sera disponible la prochaine édition? Oui. Alors, on devrait recevoir les premiers lots d'ici 2 semaines. Donc là, nous sommes mi-juin, donc logiquement, allez, courant juillet, on laisse un petit peu à l'imprimeur un petit délai supplémentaire au cas où. Mais on devrait pouvoir envoyer les premières boîtes, en tout cas au mois de juillet. On a aussi changé d'imprimeur, donc c'est pour ça qu'on retâtonne. Là, on travaille avec un imprimeur d'Évreux en Normandie, donc de là où est Déclic. Donc, on essaye aussi de travailler en full local. C'est un ESAT qui fait ça. Donc, on est assez contente aussi d'avoir trouvé ces professionnels, enfin cet imprimeur et ses salariés pour faire ça. Donc, on est trop contente et franchement, ça rend très bien. Donc,
Donc, d'ici 2 semaines, logiquement, toutes les personnes qui ont passé commande, à mon avis, là, il est déjà en précommande parce qu'on n'a plus de boîte. Donc, vous pouvez d'ores et déjà passer commande pour avoir votre outil à la rentrée scolaire et préparer vos ateliers et le prendre en main, comme le disait Célia, le découvrir, se l'approprier un petit peu en vue de vos ateliers. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou on s'arrête là? Non, pour moi, c'est tout bon. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas à vous deux, de nous avoir présenté le jeu. Et un grand merci aussi pour tout le travail que vous avez effectué là, pendant la réédition. J'en profite pour vous le dire de vive voix aussi. Et on a hâte de recevoir tous les stocks et de voir cette nouvelle étape d'emprise. Yes, nous aussi, on a hâte. Et on vous enverra une boîte dès que possible. Super. Eh bien, merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.